Produire un signal radiofréquence stable et précis à n'importe quelle fréquence jusqu'à 160 MHz? Ben oui, c'est facile avec cette mini plaquette SI5351. Bidouilleur, salut 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, bidouilleuse, salut. Alors oui, il n'y a pas si longtemps, la génération d'une fréquence HF syntonisable nécessitait des circuits complexes et chers. PLL, diviseur, fractionnel. Bon, c'était à l'honneur ce genre de circuit. Et le tout n'était pas nécessairement physiquement très petit. Mais les temps ont bien changé. Cela s'est beaucoup simplifié depuis une dizaine d'années. Une simple petite puce peut de nos jours produire n'importe quelle fréquence de façon précise et stable, et ce, que pour quelques dollars. Je vous en présente une aujourd'hui, logée sur une mini plaquette. Il s'agit d'une plaquette équipée de la puce Silicon Labs SI5351A, qui propose une couverture en fréquence de 8 kHz à 160 MHz. Son prix est aux alentours de 5 $ américains, incluant la poste. C'est donc très attrayant. Le contrôle de la puce se fait par port I2C et par contre, il n'y a pas de mémoire non volatile sur la puce SI5351. Il faut donc lui adjoindre un microcontrôleur pour, au minimum, programmer la puce lors de la mise sous tension. Sinon, vous n'obtiendrez aucune sortie telle quelle. Le microcontrôleur pourrait bien sûr servir par la suite à changer la fréquence de la sortie à volonté, mais ça dépend évidemment de l'application que vous voulez accomplir. J'avise donc les débutants que cette vidéo est un peu aride et longue, vu la complexité de la mini plaquette. Elle s'adresse particulièrement à ceux qui ont des besoins de produire des fréquences HF et qui sont prêts à faire de la création de code source. Allons voir tout de suite en quoi consiste cette mini plaquette. Alors, voici ce qu'il y a dans ce kit, là, le SI5351A. Bien, ça vient avec la plaquette principale. On va y revenir, on va regarder ce qu'il y a dessus. Une rangée, un connecteur en rangée pour pouvoir bien sûr brancher à soit un câble quelconque ou une plaquette d'expérimentation sans soudure. Des connecteurs SMA, en l'occurrence 3, puisqu'il y a 3 sorties d'horloge possibles sur cette plaquette. Et donc, on nous fournit 3 connecteurs. Cependant, bon, la qualité des connecteurs, c'est des connecteurs à bas coût, mais bon, disons pour le fonctionnement jusqu'à 200 MHz, il n'y a pas vraiment de problème à utiliser ce genre de connecteur chinois à bas coût. C'est sûr que ce n'est pas des connecteurs machinés de haute qualité avec du téflon et tout et tout. Alors, la plaquette elle-même, je vais enlever ceci. Bon, elle contient évidemment la puce SI5351A, ainsi qu'un cristal de 25 MHz. C'est sa référence. Donc, toutes les fréquences fournies à la sortie par cette plaquette seront référencées à ce cristal, ce quartz de 25 MHz. Il y a aussi sur la plaquette un régulateur de tension 3,3 volts, puisqu'on alimente cette plaquette avec 5 volts. Et donc, le circuit SI5351A est compatible uniquement à 3,3 volts. Il faut donc une conversion de 3,3 à 5 volts. Autre chose à dire, c'est qu'il y a 2 transistors de conversion des lignes SCL et SDA, les 2 lignes données et horloge, de 5 volts à 3,3 volts aussi, puisque la puce est uniquement compatible à 3,3 volts. Alors, tout ça, c'est fait sur la plaquette. On n'a pas autre chose à faire que de lui fournir des signaux d'amplitude 5 volts et l'alimentation 5 volts, et on est en affaire. Sur le côté, il n'y a rien de particulier à mentionner sur la plaquette. On nous dit bien sûr que ça va de 8 kHz à 160 MHz et qu'on peut fournir une alimentation entre 3,3 volts et 5 volts, mais moi, je lui fournirais 5 volts pour être certain que le régulateur de tension fait son travail et régule à 3,3 volts. Si on arrive trop proche du 3,3 volts, on risque de souffrir au niveau de la régulation. Alors voilà, c'est tout ce qu'il y a sur cette plaquette. Bien sûr, il y a du découplage, bien sûr, du filtrage un peu partout.
Alors voilà, j'y ai soudé connecteur SMA, juste un pour montrer, et bien sûr la rangée de broches, là, le connecteur pour alimenter la plaquette. Un petit commentaire, là, vous n'êtes pas obligé de prendre la sortie d'horloge sur un connecteur SMA. Les trois sorties clock 0, clock 1 et clock 2 sont disponibles ici sur le connecteur aussi, comme 0, 1 et 2. Donc, ce n'est pas nécessaire particulièrement sur les basses fréquences, audio et ainsi de suite, là. Si vous ne voulez pas utiliser un connecteur SMA, récupérez tout simplement votre signal sur les broches. Alors, regardons la fiche technique du SI5351. Il y a trois versions A, B et C, et dépendamment des caractéristiques que vous cherchez, bien, vous aurez besoin de la version A, B ou C. Il y a deux boîtiers, et toutes les versions ne sont pas disponibles dans les deux boîtiers. Donc ça nous force à choisir le boîtier. Ce sont des petits boîtiers très fins, très petits. Celui-ci, c'est même un QFN, donc il n'y a pas de broche. Très difficile à souder, mais ça se fait. Je l'ai déjà fait dans une vidéo. Et ça avait fonctionné, non sans difficulté pour la première fois. Ici, c'est un boîtier à broche, à 10 broches, mais c'est très petit. Alors, qu'est-ce que c'est le SI5351C? C'est un générateur d'horloge, synthétiseur, qui peut produire jusqu'à 8 sorties de fréquences totalement indépendantes, l'une des autres, pour une gamme de fréquences variant entre 2,5 kHz et 200 MHz. C'est extrêmement flexible, puisqu'on va au millième de Hertz. Il y a une résolution absolument incroyable avec cette puce. Il est contrôlable, le SI5351, par I2C. Donc, c'est un protocole qu'on connaît. Ça simplifie quand même les choses jusqu'à un certain point. On dit qu'on peut toujours atteindre les fréquences exactes sans décalage ou quoi que ce soit. Il y a une version disponible avec un VCXO, donc un oscillateur à cristal interne dans la puce. Il y a aussi une version, la version C, qui est disponible avec une entrée d'horloge. On va voir ça tantôt. On nous dit que le jitter, donc le bruit, si vous voulez, sur le signal, est quand même très faible. Il y a une option même de faire de la modulation en étalement spectral. On peut faire de l'étalement spectral avec cette puce. Donc, rajouter, si vous voulez, des déviations en spread spectrum ou en étalement spectral. Bon, alors, la version A fonctionne avec un cristal de 25 ou de 27 MHz. C'est au choix. Il y a peut-être des calculs à figurer pour savoir lequel des deux fréquences on devrait choisir. C'est une question de multiplication et de division dans les PLL pour savoir le plus simplement obtenir la fréquence qu'on cherche. Alors, la plaquette, qu'on utilise aujourd'hui, elle a un cristal de 25 MHz. On peut contrôler le décalage d'une des sorties par rapport aux autres sorties. Donc, on a un contrôle sur la phase. J'en passe là. Vous pouvez changer la fréquence sans qu'il y ait de soubresaut. Ça sera fait de façon propre. Au niveau des alimentations, bien, on peut fonctionner à 2,5 ou 3,3 volts au niveau du cœur de la puce. Mais pour nous, pour notre application, ce sera 3,3 volts autant pour le cœur que pour les sorties. Utiliserons une alimentation de 3,3 volts. Alors, voici les configurations disponibles. La version A, SI5351A, a 3 sorties disponibles. 3 sorties indépendantes et 2 PLL indépendants aussi. On peut programmer séparément. Donc, on peut avoir des domaines de fréquences complètement indépendants avec 2 PLL ici qu'on peut programmer de façon indépendante. Il utilise un cristal en entrée, le SI5351A. Vous pourriez aussi lui fournir une horloge à 25 ou 27 MHz, mais vous ne pouvez pas lui fournir une autre fréquence que soit 25 ou 27. Et bien sûr, il y a le bloc I2C. Le B, la version B, ce qu'on ajoute, c'est d'abord les 8 sorties possibles entre 0 et 7 et un oscillateur à cristal interne. Donc ici, on peut avoir une puce qui va être quand même assez stable puisqu'il y a un VCXO d'intégrer dans la puce. En plus de l'oscillateur externe qu'on peut mettre, on peut contrôler le VCXO par une tension. Alors ça, c'est intéressant comme option. Et finalement, la version C, c'est une version qui offre une entrée d'horloge
Donc, on peut lui fournir une horloge entre 10 MHz et 100 MHz et se servir de cette référence pour piloter notre système. Donc, imaginez ici, si vous fournissez une horloge 10 MHz pilotée par GPS, vous pourriez avoir des sorties extrêmement stables. Alors, c'est un gros atout de la puce C. Par contre, c'est un boîtier QFN 20. Et bon, il y a les 8 sorties, bien sûr. Donc ça, c'est les 3 configurations. Au niveau des caractéristiques électriques, on parle d'un maximum de 45 mA de consommation à 3,3 volts, ce qui est quand même très bien quand on considère la puissance de cette puce. Alors, comme mentionné précédemment, la fréquence de sortie peut être entre 2,5 kHz et 200 MHz, programmable bien sûr, à la volée. Et cependant, il faut comprendre une chose, c'est que l'amplitude de sortie des signaux d'horloge, ce n'est pas 0 et 3,3 volts de niveau haut et bas. Comme niveau bas, on aura au pire 0,6 volts. Et comme niveau haut, on aura 3,3 volts moins 0,6 volts au pire. Mais quand on fait des mesures, on s'aperçoit que ce n'est pas la pleine dimension de 0 à 3,3 volts. Okay? Alors, il faut faire attention, ce signal pourrait être insuffisant pour être envoyé directement dans une entrée logique 3,3 volts. Alors, faites à noter, d'accord? Parfois, il faudra peut-être lui mettre un transistor ou quelque chose du genre pour lui donner une pleine amplitude. Ici, c'est absolument nécessaire d'entrer dans une entrée logique. Par contre, si vous entrez dans une entrée cristal d'une autre puce, il y aura amplement d'amplitude ici pour alimenter une entrée cristal. Alors, la meilleure façon d'expérimenter avec la plaquette SI5351A, c'est d'utiliser, à mon avis, la façon la plus simple, utiliser une plaquette Arduino comme l'Arduino Uno, qui a déjà des broches SDA et SCL. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de connecter ces deux broches-là sur les broches SDA et SCL de la plaquette et aussi connecter l'alimentation 5 volts pour l'envoyer à la plaquette. Et le tour est joué, hein? Maintenant, on peut aller voir dans les librairies. Vous allez voir, il y a déjà des fonctions disponibles. Bien oui, dans Arduino IDE, il y a une librairie ici, il y en a même deux, SI5351. Alors, si on va dans Sketch, Include Library et Manage Libraries, comme on fait d'habitude pour ajouter, et si on cherche comme filtre SI5351, on trouve tout de suite cette librairie, EtherKit SI5351. C'est celle-ci que j'ai installée et elle contient plusieurs sketchs, donc du code source pour faire fonctionner. Et le code source que j'ai utilisé, moi, c'est le SI5351 exemple, c'est le nom du sketch qui est fourni ici. Une fois installé comme il faut, vous allez dans exemple et vous allez jusqu'en bas et vous trouverez ici EtherKit SI5351 et vous prendrez exemple ici. Encore, c'est ce qui nous amène ici. Maintenant, cet exemple-ci est un petit peu plus compliqué que je l'aurais voulu initialement. Alors, il y a 3 sorties et il configure la deuxième. Alors moi, pour être sûr qu'il n'y aura pas d'interférence et qu'on aura une onde très propre, j'ai commenté tout simplement l'ouverture de la deuxième clock, c'est-à-dire clock 1. Et tout ce que le code fait présentement, c'est qu'il allume le code pour clock 0. Il allume une fréquence de 14 MHz pour clock 0. Alors, si on regarde plus en détail, les deux librairies qui sont importantes, c'est la librairie SI5351.h qui appelle bien sûr toutes les fonctions du SI5351 et Wire aussi, qui est très important pour le I2C, pour la communication avec la plaquette. Alors, voilà. Alors, comme toujours dans Arduino IDE, il y a 2 sections. Il y a une section Setup, donc une fonction Setup et une fonction Loop. Et la fonction Setup, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, elle va justement initialiser le SI5351. Notez ici le port série pour voir à l'écran, c'est 57 600 bits par seconde. Okay? Des fois, on part un programme, on va voir la console, puis on s'aperçoit que c'est n'importe quoi. Mais vérifiez toujours à quelle vitesse ça a été initialisé. Je vous montrerai ça dans la console tantôt. Alors, pour initialiser la plaquette SI5351, il y a la commande SI5351.init pour initialiser avec
la charge sur le cristal. Ça, c'est des paramètres. Laissez-le à 8 picofarad. Laissez-le tel quel. C'est qu'on peut changer la charge capacitive dépendamment du cristal qu'on met sur la puce. Et ici, ça sélectionne l'entrée cristal et ainsi de suite. Alors, vous ne touchez pas à cela. Ensuite, il vérifie si, dans le init, bien sûr, l'Arduino communique avec la plaquette pour voir si elle est là. Et si elle y est, bien, il nous répond dans la variable booléenne I2C found. Alors, il y avait donc quelqu'un à l'adresse, à la bonne adresse, qui est 96, là, je me rappelle bien, pour cette plaquette-là. Une fois, si oui, il y a quelqu'un, donc la plaquette est détectée sur le port I2C, il le dit. Sinon, si ce n'est pas détecté, donc si ce n'est pas found, pas trouvé, il donne un message d'erreur. Alors, si c'est trouvé, bien sûr, il synchronise la puce à la fréquence de 14 MHz sur la sortie clock 0. Et il vérifie par la suite l'état, si les PLL sont verrouillés et ainsi de suite. Alors, par la suite, dans la loupe, c'est simplement une vérification du statut, toujours voir si le PLL A est toujours verrouillé, le PLL B aussi, s'il y a une perte de signal, et la révision, la version, si vous voulez, de la puce SI5351. Et il fait une initialisation toujours de ces variables-là à toutes les 10 secondes. Il y a 10 000 millisecondes, donc ça tourne en rond. Alors ça, c'est le code source fourni dans l'exemple. À partir de ça, on peut facilement s'écrire d'autres petites routines. Si on veut modifier, on peut changer la fréquence. Ici, c'est au centième de hertz près, il faut le savoir. Alors, c'est 14 millions de hertz, 00. D'accord? Alors, on peut changer la fréquence si on veut pour essayer autre chose. Maintenant, le résultat de tout ça, c'est ça ici, à toutes les 10 secondes. Il nous affiche l'état. Alors, 0 veut dire que tout est bon. 1, ça veut dire qu'il y a eu une erreur. Alors, tout est 0, donc tout est parfait. Et notez la vitesse de transmission sur le port série, 57 600 baud. D'accord? Maintenant, si vous voulez découvrir les autres fonctions qui ont été écrites par l'auteur pour contrôler le SI5351, il y en a quand même quelques-unes de plus, vous pouvez aller sur GitHub et je fournis le lien dans la description sous la vidéo. On voit ici le site de GitHub et sa librairie est bien décrite, en anglais malheureusement, mais vous pouvez tout de même faire traduire ça dans Google Traduction, je présume. Et il décrit vraiment tout en détail comment contrôler avec différentes commandes, comment contrôler le SI5351 et je crois qu'il explique les exemples aussi. Parce que des exemples, il y en a plus. Je vous en ai montré juste le premier exemple, mais il y a moyen de faire balayer la fréquence, par exemple, faire toutes sortes de choses. Donc, c'est la place pour trouver plus d'informations sur cette librairie-là. Et bien sûr, si on exécute le code en question, SI5351 exemple, que j'ai modifié en éliminant les 2 lignes pour la deuxième sortie, là, on obtient à l'oscilloscope ceci, tout simplement. Alors, une onde carrée à 14 MHz. Et présentement, l'onde est terminée à 50 ohms dans l'oscilloscope. Donc, on a une amplitude de 422 mV. Et vous voyez qu'il n'y a pas de distorsion, pas d'overshoot, undershoot. Il ne semble pas y avoir d'ondulation résiduelle. Donc, c'est ce qu'on appellerait une onde carrée belle à 14 MHz. Il n'y a pas de doute. C'est très bien. Donc, c'est très fonctionnel. Et amusez-vous avec cette petite plaquette à sortir d'autres fréquences si vous le voulez. Alors, regardez comment simplifié le montage est maintenant que j'utilise un petit microcontrôleur PIC à 8 broches. J'ai mon alimentation 5 volts ici, en noir. Et j'ai ma sortie, bien sûr, qui va vers l'oscilloscope, la sortie clock 0. Et bon, tout ce qu'on a besoin, c'est d'amener 2 fils, SCL et SDA, les 2 fils I2C de contrôle entre le microcontrôleur et la plaquette. Et l'autre, les 2 autres fils, c'est bien sûr l'alimentation qui va au PIC microcontrôleur. Donc, on simplifie beaucoup le montage. Par contre, il y a un prix à payer. Le code est plus complexe.
Alors oui, en effet, parce que avec un microcontrôleur autonome comme le PIC 12F683, il faut tout faire, incluant la partie de communication I2C, puisqu'il n'y a pas de port I2C sur ce petit microcontrôleur-là. Bien, il a fallu que j'écrive des routines pour envoyer et recevoir sur I2C. Alors tout ce que vous voyez que je déroule là, tout ça ici, là, c'est tout pour la communication I2C. Il y en a quand même passablement de ces petites routines pour échanger les bits. Par contre, une fois que c'est fait, bien, ça pourrait être réutilisé ailleurs dans d'autres projets. Alors, j'ai décidé de le faire à la main avec toutes ces petites fonctions. Alors, sinon, bien, il s'agit aussi, contrairement à l'Arduino qui fait le calcul pour nous, bien, il s'agit de calculer les coefficients à entrer dans le SI5351 pour atteindre la fréquence de sortie qu'on désire. Alors, il y aura ce petit calcul à faire avec un cristal de 25 MHz là, pour arriver à une sortie de 10 MHz. Bien, il faudra évidemment utiliser des coefficients, puis ces coefficients-là, bien, on doit les calculer. Et on les calcule en faisant référence à la fiche la note d'application, la notice d'application AN619, et on a des calculs à faire pour rentrer les bons coefficients aux bons endroits. Alors, je ne vous défilerai pas ça, c'est trop complexe, mais vous pouvez vous référer à la notice d'application, en anglais Application Note, AN619, pour plus de détails sur les coefficients. Alors, bien sûr, je fais une initialisation habituelle d'un petit microcontrôleur, et je crée quelques petites variables. Mais sinon, ça sera évidemment d'initialiser dans ma fonction main tous les registres nécessaires dans le microcontrôleur, comme on fait à l'habitude. Et par la suite, bien, ça sera de configurer le SI5351 dans les bons registres, en commençant par le registre 1 jusqu'au registre 177. Il y en a évidemment beaucoup qu'on ne touchera pas, mais quand même, pour pouvoir sortir les bonnes fréquences, il faut aller entrer les bonnes valeurs de paramètres, les coefficients, aux bons endroits dans la puce. Alors, c'est ça que ce petit code source fait, et le résultat, bien, le voici. Alors, j'ai programmé le PIC pour qu'il fournisse une onde à 10 MHz, et quand je branche l'alimentation 5 volts, bien, voilà, c'est fait. On obtient automatiquement une onde de 10 MHz, bien nette. Ici, on est terminé sur 50 ohms, donc on obtient une amplitude de 422 mV. Et c'est bien sûr une onde carrée, donc il faudrait la filtrer si on veut se servir de ceci comme une sortie quelconque radio, par exemple, à 10 MHz, faire un émetteur. Il faudrait filtrer ça pour en tirer une belle onde sinusoïdale à la fréquence fondamentale de 10 MHz. Sinon, on pourrait s'en servir de ce circuit comme circuit logique pour alimenter un circuit logique, mais par contre, l'amplitude n'est pas suffisante, il faudrait lui donner plus d'amplitude et passer ça dans une entrée Schmitt-Trigger ou bien lui donner de l'amplitude avec un transistor, par exemple, pourrait très bien lui redonner une amplitude de quelques volts. Alors, voici une application concrète du SI5351. Sur cette plaquette, il y en a deux. Il y a un SI5351A ici et il y a un SI5351C ici. Alors, à quoi elle sert, cette plaquette? Eh bien, j'avais un émetteur radio-amateur de très basse puissance qui utilise un SI5351A. Mais cet émetteur-là utilisait un cristal fixe à 27 MHz. Et ce cristal externe, donc, pouvait bouger avec le temps et la température. Donc, on voulait un système super stable. Donc, j'ai utilisé un SI5351C pour convertir une entrée 10 MHz, qui est ici, à 27 MHz pour remplacer simplement le cristal qui alimente ce SI5351A. Donc, le PIC micro de 8 broches est ici. C'est lui qui programme le SI5153C pour qu'il fasse la conversion 10 MHz à 27 MHz. Ici, la puce, c'est une puce d'interface pour que, peu importe l'amplitude qui arrive ici, que le signal ait une amplitude suffisante, donc de 3,3 volts, pour alimenter le SI5351C.
Donc, c'est juste, si vous voulez, pour garantir une amplitude, même si ici ça varie, ça va toujours garantir une amplitude constante sur le SI5351C à 10 MHz, bien sûr. Le reste, bien, c'est convertisseur I2C là, de 5 volts à 3,3 volts, les deux petits transistors. C'est une configuration classique. Régulateur de tension 5 volts à 3,3 volts avec du filtrage, mais c'est essentiellement ceci. Et j'ai mis, oui, un petit oscillateur ici à 27 MHz. Si jamais je ne fournis pas de signal à 10 MHz, la puce SI5351C peut transférer comme référence au cristal de 27 MHz. Question qu'il y ait toujours une sortie envoyée au deuxième SI5351. Alors voilà, ça c'est une application que j'ai construite. Alors il n'y a pratiquement rien sur le côté inférieur. Et bon, voyez-vous que la flexibilité de ce genre de puce, comment produire 27 MB à partir de 10 MHz, avoir pensé faire ça avec des circuits logiques, FPGA, ça aurait été autrement plus complexe, mais avec un simple SI5351C, le tour est joué. Le prix à payer par contre, c'est que la version C, c'est un boîtier QFN qui est difficile à souder, malheureusement. C'est du travail chirurgical. C'est une plaquette très versatile et assez complexe aussi, je le concède. La lecture de la fiche technique de la puce est fortement recommandée pour saisir toutes les possibilités qu'offre cette plaquette. Mais l'usage des librairies Arduino déjà existantes facilite grandement son contrôle initial cependant. Si vous désirez utiliser la plaquette avec la solution la plus petite possible, vous devrez aussi vous taper la notice d'application AN619 pour pouvoir calculer les coefficients produisant la fréquence désirée. Plus complexe à accomplir, mais la solution finale sera beaucoup plus compacte qu'avec un Arduino. Je dois vous mentionner en terminant que Silicon Labs propose aussi un programme Windows, calculateur de coefficients, pour nous aider dans la programmation du code source du microcontrôleur. Le programme s'appelle Clock Builder Pro. À voir si cela vous intéresse. Je vous fournis une série de liens vers la documentation pertinente dans la description sous cette vidéo. Voilà, ça fait le tour du sujet. Je ne pensais jamais passer près de 30 minutes à parler d'une mini plaquette comme ça. Mais ça en dit long sur les possibilités de cette mini plaquette. Si vous avez visionné la vidéo en entier, félicitations! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Électro-Bidouilleur et aussi d'activer les notifications en cliquant sur la cloche. Vous serez mis à jour en temps réel sur les activités de ma chaîne. Je publie une nouvelle vidéo aux 5 à 6 jours. Merci et à la prochaine!